Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle table ronde consacrée aujourd'hui donc à la taxonomie verte, la taxonomie des activités durables. Et donc, je suis aujourd'hui avec Julie Ancidei de l'AMF et avec Eric Campos du Crédit Agricole. Et donc, on va passer ces 45 minutes ensemble pour réfléchir à cette taxonomie. On va vous présenter les enjeux et puis ensuite, on va voir quelles sont les difficultés et puis les évolutions possibles pour cette taxonomie. Donc, ce qu'on appelle la taxonomie, c'est donc cette classification des activités durables au niveau européen, qui était d'abord un instrument destiné aux acteurs financiers. Et puis, on voit que petit à petit, les applications possibles sont en train de se développer. Mais je vais commencer en vous demandant à vous, Julie. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le cadre général justement de cette taxonomie qui a été adoptée et puis quels sont les grands enjeux pour les acteurs financiers? Bonjour à tous et merci. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour discuter de ces enjeux. L'innovation, la taxonomie, c'est il y a un petit peu de bruit de fond. La taxonomie, c'est effectivement une innovation dans le cadre réglementaire. Ça existait déjà des outils de taxonomie, mais c'est la première fois qu'une région, une juridiction comme l'Europe utilise cet outil dans son cadre réglementaire et avec des implications pour les acteurs financiers, mais aussi pour les entreprises et d'autres, comme on le verra. Donc l'objectif, avant tout, de cette taxonomie, telle qu'il avait été proposé par la Commission européenne, c'était vraiment de donner des points de repère sur les activités qu'on pouvait qualifier de vertes, donc effectivement durables d'un point de vue environnemental. Et pour ça, l'idée était de se baser sur des critères scientifiques et de donner comme un gros dictionnaire pour l'ensemble, enfin pour un grand nombre d'activités, des critères d'évaluation si ces activités étaient suffisamment vertes au regard des objectifs plus larges des accords de Paris ou des objectifs de neutralité carbone que l'Union européenne s'était fixé. Donc c'est un premier objectif. Et puis l'intérêt aussi de ce gros dictionnaire, c'était effectivement de pouvoir donner confiance, de donner un outil d'évaluation commun, transparent, encore une fois, pour évaluer ces activités vertes et donc donner confiance aussi dans le fait de pouvoir financer ces activités. Donc, l'outil aussi de la taxonomie sert vraiment à ça aussi, à aider la mobilisation des capitaux privés, donc de la finance privée, pour aider la transition écologique et environnementale. Parce qu'on est bien conscient que les finances publiques ne pourront pas à elles seules répondre aux enjeux de financement qui sont évalués pour l'Europe, à l'échelle de l'Europe, aux alentours de 260 milliards par an d'euros, et on imagine que c'est bien sûr trop pour les finances publiques. Donc vraiment un outil à la fois de point de référence aujourd'hui et puis encore une fois de trajectoire. Donc l'idée aussi que pour les entreprises, ça leur permet de savoir où elles doivent aller pour verdir le processus industriel, pour verdir leurs activités, et un outil de confiance pour l'ensemble du secteur financier. Donc en un mot, pour expliquer comment ça fonctionne, d'abord, il y a 6 objectifs environnementaux qui ont été définis par cette taxonomie. Donc, bien sûr, le climat, avec 2 objectifs à la fois, comment est-ce qu'on lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi comment est-ce qu'on investit ou on dépense pour se protéger contre le changement climatique. Donc là, c'est les problématiques d'adaptation. Et puis, 4 autres objectifs environnementaux autour de la biodiversité, de la prévention de la pollution, de l'économie circulaire, ou encore la préservation des ressources maritimes et de l'eau. Donc, c'est vraiment un cadre assez large, des objectifs pas seulement climat, mais vert, même si le climat est allé plus vite que les autres objectifs. Ensuite, pour comprendre comment ce dictionnaire fonctionne, il faut avoir en tête le cadre méthodologique qui est proposé par cette taxonomie tel qu'il a été adopté au niveau européen. Et il est assez ambitieux puisque l'idée, c'est non seulement de définir comment est-ce qu'une activité contribue positivement et significativement à un de ces objectifs environnementaux, mais aussi avec des précautions qui sont prises. Et donc, pour chaque activité qui contribue positivement à un objectif environnemental, on met en place un certain nombre de précautions pour être sûr que cette contribution positive ne vient pas, en revanche, avoir un impact négatif sur un autre objectif environnemental. Donc, si vous contribuez positivement, par exemple, à la lutte contre le réchauffement climatique, il ne faut pas avoir un impact négatif
négatifs en termes de pollution ou, par exemple, de préservation de la biodiversité. Donc, c'est un principe d'innocuité environnementale, l'idée de do no significant harm sur d'autres objectifs environnementaux. Puis aussi des précautions en termes de minimums sociaux à respecter pour ces activités. Alors, comment est-ce que ça s'intègre maintenant dans le cadre financier? Ça, c'est ma partie, c'est le régulateur. Et puis, et pour les acteurs financiers, Eric nous dira tout de suite comment ça fonctionne. Mais effectivement, l'idée, c'est d'intégrer ça à la fois comme un dispositif volontaire. Et donc, la taxonomie peut servir à des outils, des instruments financiers nouveaux, par exemple, qui sont bâtis en référence avec cette taxonomie. C'est le cas pour le standard européen des obligations vertes. Peut-être demain aussi pour le futur écolabel des produits d'investissement destinés aux épargnants. Et puis, il y a des obligations qui viennent avec cette taxonomie pour les acteurs privés, des obligations de transparence sur leur alignement par rapport à cette taxonomie, pour les produits financiers verts, pour les entreprises et pour les acteurs financiers. Donc, pour les entreprises en particulier, pour vous donner l'idée, encore une fois, de ce point de repère, c'est de donner des informations à la fois sur l'alignement de leur chiffre d'affaires, de leurs dépenses opérationnelles, mais aussi de leurs dépenses d'investissement, avec l'idée cette fois-ci de regarder comment est-ce que l'entreprise va se positionner par rapport à cette transition et à ces activités vertes. Donc ça encore, c'est un dispositif incitatif fondé sur la transparence, mais que l'outil taxonomique prévoit. Merci beaucoup, Julie, donc, pour cette présentation du cadre général et puis un peu comment se décline la taxonomie, comment elle fonctionne à la fois pour les acteurs financiers, pour les entreprises. Donc, on a vu un peu ce cadre théorique. Et maintenant, j'avais envie d'interroger Eric Campos pour vous, votre regard de praticien. En fait, quelle est votre expérience sur l'application concrète de cet outil quand justement on est une grande banque? Oui, merci. Bonjour Julie, bonjour à toutes et tous. Je vais répondre de deux façons. Une première qui consistera au fond à interroger à quoi sert cette taxonomie. Et puis la deuxième, puisque nous avons fait des exercices très pratiques d'applicabilité de la taxonomie au niveau des chargés de clientèle. Et donc, je vous en ferai part. Julie vous l'a dit, la légitimité de la taxonomie, c'est qu'elle s'appuie sur le fait scientifique. Elle vise à faire converger les financements, les investissements, pour que ces financements, ces flux financiers créent un impact positif et amènent l'économie à se décarboner. Et donc, il y a un lien très étroit entre cette taxonomie et la trajectoire. Et donc, plus la trajectoire doit permettre de décarboner, plus cette taxonomie va favoriser les financements à impact positif. Et là, je dirais qu'il y a un premier point d'étonnement, c'est qu'en réalité, la taxonomie ne couvre pas les investissements nécessaires aux trajectoires de décarbonation. Et il y a un point sur lequel nous marquons notre étonnement, c'est finalement l'absence du nucléaire de la taxonomie. Pourquoi c'est un point d'étonnement scientifique? Nous avons retenu en 2019 au Crédit Agricole un scénario qui s'appelle le scénario de développement durable de l'Agence internationale de l'énergie, qui prévoit une décarbonation de l'économie selon une trajectoire. Il ne nous a pas échappé que le GIEC a publié récemment un rapport en disant que nous étions très en retard par rapport aux premières estimations et qu'il fallait donc accélérer la décarbonation. Ce que nous n'avons pas su faire dans le passé, il faut qu'on le fasse maintenant et il faut qu'on accélère. Et l'Agence internationale de l'énergie a publié un scénario de décarbonation et de décarbonation à horizon 2050. C'est le NZ2 2050. C'est-à-dire qu'on accélère la décarbonation de l'économie. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que la part du nucléaire augmente parce qu'on a décidé d'accélérer. Et donc, il faut que l'on flèche ces investissements sur des sources d'énergie, qu'on désinvestisse sur certaines sources d'énergie, comme l'oil and gas,
puisqu'on voit que la part de l'oil and gas diminue. En revanche, il y en a d'autres qui augmentent, comme les renouvelables, les investissements renouvelables, augmenter la part d'investissement sur le renouvelable, mais il faut aussi augmenter la part d'investissement sur le nucléaire. Et donc là, c'est un premier point d'alerte, c'est qu'il faut absolument que la taxonomie s'appuie sur le fait scientifique et soit corrélée aux trajectoires. Ça, c'est un premier point d'alerte. Deuxième sujet, c'est le sujet pratique. Donc, comment ça se passe au niveau pratique? C'est vrai, Julie vous l'a dit, la taxonomie, c'est en fait une boîte à outils. Si vous respectez les critères, alors à ce moment-là, le financement est dit éligible à la taxonomie compatible, et c'est un financement qui a un impact favorable. Et donc, pour cela, au plus proche du terrain, quand on a un client qui vient nous voir, qui nous demande un financement pour un logement, pour un véhicule, pour une rénovation énergétique ou pour une entreprise, eh bien, le chargé de clientèle va devoir identifier si cette demande et le financement que la banque va octroyer est compatible. Et pour cela, nous rentrons dans une sorte de difficulté. Parce que, premièrement, il faut qu'il détermine si le financement demandé répond à des objectifs, comme l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement, l'économie circulaire ou autre. Sauf que, très souvent dans une banque, vous avez des financements qui ne sont pas affectés. Quand un client vient acheter une voiture, on ne fait pas un contrôle d'abord sur facture pour savoir si effectivement il a acheté une voiture. Et donc, il y a des financements qui échappent, non pas qu'ils ne sont pas taxonomie compatibles, mais simplement l'objet n'étant pas affecté, on ne sait pas affecter ces financements. Donc, il y a une part de l'activité qui aujourd'hui devra être affectée, et ça va être un sujet. Ensuite, quand un financement est affecté, il faut savoir que la taxonomie s'appuie sur des critères extrêmement précis. Je vais vous en donner 2 ou 3, c'est très simple. Je retrouve mes notes et ça va aller très très vite. Par exemple, pour l'achat d'un véhicule, il faut savoir si l'émission de ce véhicule est inférieure à 50 grammes de CO2 par kilomètre. Puis en 2026, ça s'accélère, c'est 0 gramme de CO2 par kilomètre. Vous imaginez bien que jusqu'à présent, le chargé de clientèle ne rentrait pas cette information, il faudra la rentrer, donc il faudra la demander au client. Autre sujet, rénovation énergétique, ce n'est pas le fait d'être en rénovation énergétique qui rend éligible, c'est les gains d'efficacité énergétique qui nous permettent de savoir si le financement est éligible ou pas. Et là, la règle est simple, si l'efficacité est de 30%, à ce moment-là, le financement est éligible. Je ne vais pas vous embêter avec tous ces sujets. On a passé énormément de temps avec les équipes pour essayer de voir comment nos process vont devoir être revus. Et donc, ça va être, c'est un peu le titre de l'intervention, une petite révolution sur les systèmes d'information et puis sur la fluidité, ce qu'on appelle l'expérience client ou l'expérience de nos collaborateurs, puisque là où avant, on avait tendance à prendre quelques informations très, très générales, financement voiture, on prenait à peine la marque de la voiture. Là, maintenant, il faut qu'on rentre dans des niveaux de détail. Et donc, on va voir un vrai sujet sur la donnée, sur la collecte d'informations. Et ça, pour le coup, pour l'ensemble des établissements bancaires, ça va être une vraie révolution. Merci beaucoup, Eric, pour ces explications, à la fois de votre opinion sur les évolutions de la taxonomie et sa construction, et puis aussi pour ce regard sur justement comment ça vient s'intégrer dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours de banquier. Donc ça, c'est pour un peu l'état des lieux, je dirais maintenant. Mais j'ai envie qu'on regarde un peu plus loin dans quelques années. Et Julie, vous, comment est-ce que vous voyez justement la suite de ce processus européen? Un peu quelles sont les grandes évolutions à venir? Quel est votre regard là-dessus? Non, je pense que c'est effectivement intéressant d'entendre Eric parce que il décrit l'étape juste après les entreprises ou les clients en général, effectivement, comme il le disait, c'est-à-dire que pour les acteurs financiers, les défis opérationnels sont encore plus importants parce qu'il faut consolider ça ensuite pour avoir une vision de leur financement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les premières obligations de reporting, elles s'appliquent pour les entreprises à partir du 1er janvier 2022 sur ces objectifs climatiques. Alors pour les autres objectifs
objectifs, les critères techniques, et Eric en a donné des exemples assez illustratifs, mais pour les autres objectifs environnementaux que j'ai mentionnés, ils ne sont pas encore là. Et donc pour les entreprises aussi, juste pour revenir un petit peu dans le quotidien avant de rêver à comment est-ce que ça pourrait vraiment bien fonctionner, pour les entreprises aussi, ça suppose beaucoup d'efforts. De comprendre leurs activités, enfin d'identifier leurs activités selon le dictionnaire qui est proposé aujourd'hui par la taxonomie. C'est pas forcément comment elles sont organisées, puisqu'elles sont souvent organisées par business unit, par région, etc. Donc il faut déconsolider ça, regarder ensuite effectivement ce qui est éligible, pas éligible aujourd'hui dans un plan de financement et d'investissement. Donc c'est beaucoup de questions pour les entreprises. Et à court terme aussi, comme tu le dis, Julie, il y a une question de comment est-ce que ces nouvelles informations vont être perçues, utilisées par le marché. Donc, il y a un effort important d'éducation. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'économie européenne n'est pas alignée avec ces critères techniques que mentionnait Eric, parce que l'économie européenne n'est pas verte à la hauteur de cette trajectoire dont on parle depuis le début. Donc, les pourcentages dont j'ai parlé de transparence sur votre chiffre d'affaires, etc., sont encore faibles. Donc, il y a vraiment cet enjeu d'éducation autour de la taxonomie, et enjeu d'autant plus important, puisque Julie, effectivement, l'idée, c'est que cette taxonomie va ensuite être étendue aux 4 autres objectifs environnementaux dont j'ai parlé, mais aussi, il y a des réflexions en cours sur la taxonomie sociale, et puis aussi comment traiter les autres activités qui ne sont pas aujourd'hui traitées par la taxonomie. Alors pour plusieurs raisons, la taxonomie s'est concentrée sur les activités les plus émettrices. Donc aujourd'hui, d'après les chiffres qui sont fournis, les activités couvertes représentent environ 80% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Donc c'est colossal en termes de climat. C'est ce qui était visé. L'idée, c'était de verdir ces activités, donc y compris la production de ciment, la sidérurgie, enfin pas seulement les sources d'énergie dont a parlé justement Eric, mais vraiment aussi les processus industriels, les transports dont on a parlé, l'immobilier, etc. Mais il y a la question des autres activités qui n'ont un impact pas d'impact ou un impact négatif sur le climat. Donc ça, c'est pas encore traité, ça fait partie des sujets. Et donc effectivement, je pense que on verra assez vite si c'est un succès ou pas cette taxonomie. Je crois que l'enjeu, c'est effectivement d'en faire plus qu'un outil de conformité. Donc c'est le régulateur qui le dit. Bien sûr, il y a un enjeu important de conformité, mais dans quelle mesure est-ce que les acteurs économiques vont pouvoir utiliser une fois toute cette sueur et ces coûts importants pour les acteurs de mise en œuvre passés. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cet outil, encore une fois, pour guider la trajectoire et pour avoir une transparence suffisante dans le secteur privé, entre les financeurs, les entreprises, pour comprendre, encore une fois, cette trajectoire. Donc ça, je pense que c'est vraiment un enjeu important. À court terme, mais les effets sont à peu près à l'échelle que tu décris, Julie. Il y a plus largement le sujet du reporting extra-financier des entreprises, qui est un grand chantier initié par la Commission européenne, qui a aussi d'ailleurs qui est discuté au niveau international, comme la taxonomie. Et là, vraiment, l'enjeu, c'est de donner des informations plus robustes, plus comparables entre entreprises. Et non seulement cette fois-ci sur le pilier environnemental, mais aussi social et sur la gouvernance des entreprises. Et avec cette idée, on revient à la notion fondamentale d'impact dont a parlé Eric, avec cette idée qu'effectivement, on veut comprendre comment une entreprise peut être affectée par des facteurs extra-financiers, donc la crise climatique, mais aussi des facteurs sociaux, mais aussi comment cette entreprise contribue positivement ou négativement, encore une fois, à des enjeux environnementaux ou sociétaux. Donc ça, c'est vraiment un chantier important, avec des nouvelles obligations qui vont s'imposer et qui seront cette fois-ci par rapport au cadre existant qui est déjà assez avancé en Europe et notamment en France, mais des nouvelles obligations à la fois de vérification et puis encore une fois de standardisation. Et puis pour revenir plus largement peut-être au plan d'action de la finance durable, qui est la taxonomie était une des mesures phares parmi les 10 proposées par la Commission européenne en 2018. Aujourd'hui, ce plan, il a été complété, il est revu, mais en même temps, on court un peu pour la mise en œuvre.
Et donc là, je pense qu'il y a encore des grands enjeux devant nous au niveau sans doute des produits financiers aussi. Encore une fois, le plan d'action pour la finance durable a mis en place un certain nombre d'outils aussi, notamment une transparence accrue sur les produits financiers, à la fois ceux qui disent ne pas prendre en compte de manière ils les prennent en compte pour la gestion des risques, ça c'est une obligation maintenant, mais ils ne prennent pas en compte des facteurs extra-financiers dans leur stratégie d'investissement. Et puis plus de transparence pour les produits à la fois qui prennent en compte ces considérations environnementales et sociales, et les produits qu'on peut qualifier verts ou vraiment avec un objectif de durabilité. Et la question aujourd'hui, sans doute, c'est de savoir est-ce que ça va assez loin, est-ce que l'information suffit notamment pour l'épargnant retail, ou bien est-ce qu'il faut réfléchir à des critères minimums, des standards pour ces produits financiers. Donc ça, c'est quelques étapes que je vois de mon côté en termes de travail sur la planche. Merci beaucoup, Julie. Donc oui, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de choses à venir, tant du côté acteur financier, mais que du côté entreprise d'abord, pour vraiment mettre en place les réglementations qui ont été adoptées, et puis ensuite pour venir les compléter. Donc on a parlé rapidement du reporting extra-financier. On a aussi évoqué les différents objectifs climatiques qui vont arriver et les différents les briques supplémentaires, notamment avec possiblement la taxonomie sociale, possiblement aussi une taxonomie des activités nuisibles au climat. J'ai envie de poser la même question à Eric. Vous, comment est-ce que vous envisagez les années à venir, ces développements? Est-ce que vous pensez que vous allez surmonter ces difficultés de départ? Comment est-ce que vous allez mettre cela en place? Je pense qu'il ne faut jamais oublier pourquoi on fait tout ça. Et c'est important parce que on peut se noyer dans cette complexité si on n'oublie pas, la raison essentielle qui est le fantastique défi climatique en face duquel chacun doit agir. Et donc, n'oublions pas ça, autrement on va encore se prendre les pieds dans le tapis de la réglementation en disant finalement cette réglementation, à quoi ça sert, etc. Et donc, il faut quand même rappeler que dans les 10 ans qui viennent, on a des enjeux qui vont probablement marquer les générations futures et probablement notre civilisation. Soit on prend ce sujet dans nos mains et on essaye de trouver collectivement une issue, soit, on le sait, l'intensité des événements climatiques, les aléas vont rendre l'économie très difficile. Et dans notre métier de la finance et de l'assurance, la prévisibilité est une des clés de notre métier. La deuxième, c'est la confiance. Et quand vous avez de l'incertitude, forcément, une économie, ça a du mal à exister dans l'incertitude. Donc, ça, c'est très important. C'est un enjeu mondial. Et donc, face à cet enjeu mondial, on a besoin de cadres de travail. Et je vais revenir un peu là-dessus, mais on a besoin d'un cadre de travail. La taxonomie fait partie d'un cadre global qui est, à mon sens, très intéressant et très pertinent. La taxonomie, c'est ce qu'on a expliqué, ce dictionnaire, cette façon d'identifier si les flux financiers sont positifs ou négatifs. Et au fond, on commence à traiter le sujet des externalités. Pendant très longtemps, on a fonctionné dans un monde où les comptes de résultats et les bilans n'incluaient pas cette question de l'externalité. On pollue, mais ce n'est pas dans le compte de résultats. Donc finalement, c'est la société qui paye. Donc la question de l'externalité, elle est fondamentale. Et la taxonomie, elle répond pour partie à cette question-là. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, on doit faire preuve, on doit reporter, c'est-à-dire expliquer aux parties prenantes ce qu'on fait. On passe finalement d'une communication financière. Vous savez, avant, on disait, oui, on est très, très bon parce que regardez, on est très bon sur ce sujet, on est très bon sur celui-là. Ça, c'est fini, ça, c'est le vieux monde. Il faut passer à l'information extra-financière, dire voilà globalement ce qu'on fait et globalement. Et ça, le reporting travaille là-dessus. Ensuite, il y a du benchmark, il faut qu'on soit comparable
parce qu'on doit rendre compte aux parties prenantes sur la performance, et tous les sujets que Julie a évoqués, où le client doit informer, accompagner le client dans cette nouvelle vision qui est celle de la responsabilité de son épargne, et c'est tous les travaux sur MiFID. Donc, taxonomie, en réalité, c'est un élément d'un puzzle qui est, je trouve, très intéressant, et la Commission européenne a fait, de mon point de vue, un excellent travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on continue à faire? D'abord, évidemment, ça nous renvoie à beaucoup de défis, je reviendrai là-dessus, mais ce qui est important, c'est qu'on est face à une mutation de l'économie, à une mutation sociale. Il faut faire très attention avec ça. Vous voyez ce qui se passe là, dans ces derniers jours, est intéressant. Le prix du gaz a augmenté de façon très importante. Pourquoi? Tout un tas d'explications. Je ne suis pas un spécialiste du gaz, mais j'ai écouté les informations, comme tout un chacun. Et l'une des explications, c'est la reprise économique. Et donc, il y a une bascule entre l'offre et la demande. On est dans une économie capitaliste. Donc, quand il y a beaucoup de demandes et moins d'offres, forcément, les prix montent. Ça veut dire que la question de la transition, il faut la prendre avec beaucoup, beaucoup d'attention. Ce n'est pas un sujet où il faut faire des effets d'annonce, c'est un sujet où la diminution de l'offre, notamment en énergie fossile, peut entraîner une augmentation des prix. Une augmentation des prix, c'est moins de pouvoir d'achat, et on voit bien qu'il y a un lien entre cette question de la transition et cette question de la société, de l'impact social. C'est pour ça qu'on a ouvert le sujet, que c'est ouvert le sujet de la taxonomie sociale. Pour autant, est-ce qu'on peut finalement traiter ce sujet par la réglementation? Je laisse aux politiques le soin de répondre, mais on voit bien quand même qu'on est sur un sujet un petit peu délicat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a posé un cadre réglementaire parce qu'on est face à un défi économique, social et climatique, et donc il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Je dis ça parce que le secteur financier est soumis à une pression exceptionnelle. On a une pression réglementaire, il faut qu'on s'adapte très très vite. On fait des choix, on est interpellé par les parties prenantes pour faire moins d'oil and gas, plus de trucs, plus de renouvelables, etc. Et donc, on est face à des responsabilités et des choix qui, à mon sens, et là je parle en tant que citoyen, sont des choix démocratiques, sont des choix de société. Et je trouve qu'il ne faut pas laisser à un secteur financier le choix de choisir la société. Et donc, le politique doit aussi décider des trajectoires en étant un peu plus explicite sur la question des trajectoires et en prenant les questions sociales sous sa responsabilité. On a annoncé, le Crédit Agricole en 2019, la sortie du charbon en 2030 et 2040 en suivant le fait scientifique. On a pris cette responsabilité, d'autres nous ont suivis sur cette voie-là, mais au fond, est-ce que c'était à nous à prendre ces responsabilités ou est-ce que c'était à la puissance publique à dire il faut qu'on sorte du charbon, voilà les trajectoires qu'on va faire. Voilà. J'ouvre ce petit sujet parce que, j'ouvre ce sujet, il est, me semble-t-il, important. Chaque partie prenante doit prendre ses responsabilités et il me semble qu'on a besoin de cadres politiques, démocratiques, peut-être un peu plus explicites. Pardon d'être un peu long, je finirai, Julie, ne vous inquiétez pas, vous m'avez dit d'être court. Comme vous le voyez, je respecte les consignes. Et donc, le dernier sujet, c'est au fond, qu'est-ce que ça nous projette effectivement dans un certain nombre de sujets. D'abord, le sujet de la donnée. La donnée extra-financière, ça va devenir une denrée très rare. Et là encore, mais la Commission s'en est saisie et la Commission travaille sur ces questions de plateforme de données extra-financières. C'est fondamental qu'on ne fasse pas de la donnée un instrument de pouvoir. Il faut qu'elle soit publique. Et donc, il ne faut pas qu'elle soit uniquement aux mains de fournisseurs de données où chacun, quand il aura les moyens, va aller acheter de la donnée. Il faut que la donnée soit transparente pour que le secteur financier puisse segmenter ses financements. Il faut qu'il s'appuie sur de la donnée publique, certifiée. Donc, il y a un vrai sujet de disponibilité de la donnée extra-financière. Il va y avoir un sujet très fort, on a tous commencé, je pense, de formation des équipes. Vous voyez que tout à l'heure, je prenais quelques exemples pour savoir si les financements étaient taxonomie compatibles. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour l'ensemble de mes camarades qui travaillent dans les agences, j'ai fait moi-même ce travail de très nombreuses années en caisse régionale. Il y a tellement de choses à apprendre. Maintenant, il faut qu'on sache si les financements sont taxonomie compatibles, comment on va pouvoir
conseiller les clients en matière de placement durable, vous voyez bien qu'il y a quand même des sujets. Il y a des sujets de compétitivité parce qu'on n'est pas dans le pays de bisounours. Pendant la transformation, le business continue. Il faut aussi qu'on soit compétitif. En même temps, on fait des investissements. L'Europe, ce n'est pas le monde. Donc, il y a quand même des sujets où la Commission européenne avance très fort sur ces sujets. Il ne faut pas qu'on soit les seuls à être vertueux parce qu'on peut aussi mourir de bonnes vertus. Il y a des sujets de transparence. Là aussi, c'est important. Bref, pour conclure, je pense qu'il faut qu'on ait un peu de temps d'adaptation. Dès 2022, on va devoir publier ce qu'on appelle le Green Asset Ratio, qui va faire la part entre nos financements en taxonomie compatible sur le total des financements. Le Green Asset Ratio, ça nous est arrivé cette année. Dès l'année prochaine, il faut qu'on publie. Je pense qu'on est en train d'aller un peu vite. C'est important, et je vous ai dit notre engagement, mais attention à nous laisser un temps d'adaptation. Si on veut faire des choses sérieusement, il faut qu'on ait aussi un temps d'adaptation. Et donc, je recommande qu'on ait ces petits temps d'essai. On lance quelque chose, on nous laisse 2 ans, on publie, mais avec beaucoup de précautions. Et puis, on continue ce travail parce que, sincèrement, c'est une vraie révolution opérationnelle dans laquelle nous nous trouvons. Merci beaucoup, Eric, pour ce regard plus opérationnel. Et finalement, on en revient un peu à ce qu'on se disait en introduction, à savoir que c'est vrai que cet outil de la taxonomie qui était à la base destiné aux acteurs financiers, finalement, a des implications très politiques, et c'est le régulateur financier qui se retrouve à régler ces questions, et les acteurs financiers qui eux-mêmes ne savent pas forcément comment se positionner face un peu à parfois un politique un peu peut-être en retard de phase par rapport au secteur financier qui est lui pressé par les parties prenantes, par les ONG, d'agir plus rapidement. Et je trouve que votre éclairage là-dessus était très intéressant. On a n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a une première question qui nous demande, puisque cette taxonomie, on l'appelle taxonomie verte, mais en fait, c'est taxonomie des activités durable, et on nous demande comment est-ce qu'elle intègre les enjeux de biodiversité, mais aussi de santé. Alors, je ne sais pas si, Julie, peut-être pour commencer, puis Eric, peut-être pour nous dire, vous, qu'est-ce que vous faites également de votre côté au Crédit Agricole sur ces sujets? Moi, un mot peut-être pour donner le cadre, mais effectivement, c'est la vue opérationnelle qui est intéressante. D'abord, juste pour rebondir une seconde sur ce que disait Eric, que je partage largement, mais c'est vrai, il faut se rappeler, je crois qu'il y a eu plusieurs discussions sur le sujet depuis ces 24 heures, mais la taxonomie s'intègre quand même dans un paquet beaucoup plus large du Green Deal, où il y a un certain nombre d'incitations proposées par la Commission. On verra ce que ça donne ensuite au niveau politique, mais y compris donc de mesures sectorielles pour les secteurs les plus impactés, la réforme du marché du carbone. Enfin, il y a d'autres choses, mais c'est vrai que tout doit s'intégrer dans un ensemble politique cohérent vers l'objectif commun de 2030-2050. Sur la biodiversité, donc c'est en cours de discussion, effectivement. On voit aussi même que pour les actes délégués, donc qui est l'instrument juridique de la Commission européenne pour adapter les critères techniques pour le climat, ils doivent encore être complètement validés. Il manque des activités, et effectivement, le même processus est en train de se passer. Donc, c'est une plateforme pour la finance durable qui est en train de développer ces critères techniques. Alors, la biodiversité, on n'a pas parlé du volet risque encore, risque financier liés aux enjeux environnementaux, mais c'est vrai que pour le climat, on a au moins la mesure assez simple des émissions de gaz à effet de serre, mais tout de suite pour biodiversité, on voit qu'il y a la mesure va être beaucoup plus diverse parce qu'on touche beaucoup de sujets en même temps, mais il y a des choses qui sont en train de se développer, et donc encore une fois, même s'il faut du temps pour la mise en œuvre, je trouve que c'est la vertu de la Commission européenne. D'abord, on ne rappelle pas à quel point aussi le plan d'action a eu un retentissement au niveau international, donc ça c'est vraiment très très utile. Mais donc même si c'est dur, au moins les idées commencent à être en place dans la tête des gens. Donc effectivement, ça permet de commencer à parler formation, ça permet commencer à réfléchir données, parce qu'on voit les grands concepts et comment ils se lient les uns avec les autres. J'ai des contributions positives, j'ai des impacts négatifs, j'ai des précautions minimales à prendre. Donc on voit comment cette logique fonctionne. Alors pour le social, on débute, et je ne sais pas bien
si cette logique que qu'on vient de décrire s'appliquera de la même façon, ou peut s'appliquer de la même façon sur les enjeux sociaux. Pour revenir à ce que disait Eric sur rappelons-nous de quel est l'objectif, et moi je trouve que pour les domaines sociaux, c'est intéressant aussi de réfléchir dans quelle mesure est-ce que la taxonomie sociale peut aussi aider l'allocation des fonds privés à des besoins sociaux, dont la santé dont on vient de parler. Avec le Covid, on a bien vu à quel point aussi on avait besoin des besoins dans ces matières-là. Donc dans quelle mesure est-ce que cette taxonomie sociale peut aider à ça? Et puis après, il y a d'autres enjeux sur comment est-ce qu'on rend compte de la performance sociale d'une entreprise, et ça, c'est un peu un autre débat. Merci Julie. Et peut-être juste pour la partie biodiversité, donc pour les critères, est-ce que tu as les années de quand est-ce que ce sera pleinement en place? C'est 2024, me semble-t-il. Ok, ton micro est coupé, mais je crois que c'est... Pardon, je ne voulais pas te coller. C'est ça. Ok, oui, donc ça sera pleinement en place pour 2024 sur l'adoption des critères biodiversité. Eric, je vous passe la parole donc pour réagir sur ces deux enjeux de biodiversité et de santé au sein du groupe Crédit Agricole. Oui, Julie l'a dit, la biodiversité fait partie des objectifs de la taxonomie, hein, protéger la biodiversité, préserver les écosystèmes. Donc, le sujet a été embarqué. La taxonomie a défini des critères précis sur les deux premiers, hein, stratégie d'adaptation et d'atténuation du climat. Et donc, je pense qu'il faut attendre les critères. Pour autant, vous l'avez dit, là encore, hein, je pense qu'il faut saluer le travail de la commission, des experts de la commission. C'est un travail sérieux, c'est un travail exploratoire qui a le premier mérite de nous sensibiliser tous. Quand je dis tous, non pas les citoyens que nous sommes, parce que je pense que les sujets ne nous échappent pas, mais les entreprises, sensibiliser l'entreprise, c'est-à-dire faire comprendre au cœur de l'entreprise, à l'ensemble des métiers, en quoi une question qui était hors de l'entreprise jusqu'à présent doit devenir dans l'entreprise jusqu'à maintenant. Et ça nous amène à faire évoluer nos organisations, à faire évoluer nos gouvernances. Crédit Agricole, par exemple, on a créé un comité scientifique avec une spécialiste mondiale de la biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle avec laquelle on a des partenariats. Nous avons des climatologues, nous avons également la chance d'avoir des ambassadeurs de l'environnement. Vous voyez, donc c'est vraiment on les intègre au cœur de notre gouvernance, c'est-à-dire que nos administrateurs aussi ont besoin d'être informés, et c'est je ne dirais pas des nouveaux métiers, mais des nouvelles influences au sein de l'entreprise qui permettent de prendre des décisions en connaissance de cause. Donc, je pense que le premier effet de ces sujets, placés là où ils sont, au sommet de l'agenda, a un impact sur les organisations qui s'adaptent et qui essayent de travailler correctement en responsabilité sur ces questions. La Commission européenne a fait un très bon papier de mémoire, je crois que c'était l'année dernière, une communication au mois de mai sur justement la biodiversité, et donc en étant assez précise sur les critères, les facteurs majeurs qui influent sur la diversité biologique, donc la protection des milieux naturels, les thématiques sur les pollutions. La question pour nous, praticiens, je dirais, c'est comment on fait passer ces grands sujets environnementaux, et y compris quand ils sont précis comme défendre les milieux naturels, à nos politiques sectorielles. Nous avons une quinzaine de politiques sectorielles qui font l'interface entre on va dire l'activité commerciale au sens le plus large possible, et comment cette activité commerciale prend en compte des critères. Et donc, par exemple, les zones humides Ramsar font partie de nos politiques sectorielles, les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO font partie de nos politiques sectorielles, donc on les intègre. Donc on fait ce travail d'intégration. Et sur la biodiversité, on est en train de faire ce travail de traduction. Comment on peut, sur ces grandes questions qui sont soulevées par la Commission à ce stade, c'est-à-dire sans qu'elle ait encore travaillé sur des critères précis, comment nous, on peut d'ores et déjà les embarquer dans nos politiques sectorielles. Donc, c'est effectivement des choses que l'on fait. On les fait et on les rend publiques, puisque nos politiques sectorielles sont publiques, elles sont sur notre site, elles peuvent être consultées, elles sont perfectibles. On travaille en ce moment à l'actualisation de la politique oil and gas, qui est un gros sujet d'actualité, qui réunit les parties prenantes, les différents métiers. Effectivement, on consulte aussi des experts sur ces sujets. Voilà. Donc,
ça fait avancer l'entreprise et ça fait rentrer au cœur du modèle de création de valeur de l'entreprise des externalités qui étaient avant ignorées en toute bonne foi, je dirais. Désormais, on ne peut plus les ignorer. Et même lorsqu'on n'a pas des critères précis, on les fait quand même rentrer et on les traduit dans nos politiques quotidiennes. Merci beaucoup, Eric. Et peut-être une dernière question avant de conclure qui nous a été posée dans le chat et qui va faire le lien justement avec ce que vous disiez, c'est que une fois que la taxonomie sera intégrée aux pratiques, est-ce qu'il y aura une remise en cause des contrats en cours? Donc, je poserai bien d'abord la question juste à Julie rapidement pour nous faire un point juridique sur à quel point est-ce que cette taxonomie impose une remise en question. Et puis, Eric, on a eu un petit aperçu de comment ça se passait pour vous et qu'est-ce que ça venait changer au sein de vos pratiques opérationnelles. Mais si vous souhaitez compléter dans les 5 minutes qui nous restent. Oui, c'est plutôt pour Eric, peut-être cette question. Je pense que la vraie réponse, c'est qu'on avait, enfin c'est ce que disait Eric, c'est-à-dire qu'on n'avait pas ça avant, donc les financements étaient indifférenciés. Donc on ne peut pas remettre en cause les contrats, les obligations, elles finançaient les activités d'une entreprise. Et donc la taxonomie n'existait pas et on se posait pas. On a vraiment rajouté au couple rendement-risque une nouvelle variable et ça c'est vraiment complètement nouveau pour les acteurs financiers et pour les superviseurs. Ça c'est vrai. Après, il y a d'un point de vue juridique, je ne suis pas juriste, mais c'est vrai qu'il y a des problématiques compliquées qui se posent parce que la taxonomie est conçue comme un outil vivant, notamment pour rendre compte des progrès de la science, enfin des progrès de la science, des connaissances de la science, donc au fur et à mesure qu'on comprend mieux, et puis des progrès technologiques qui font qu'une activité verte à date, peut-être en fait, elle aura besoin encore d'évoluer. Voilà, donc ça peut poser des problématiques dans le cadre du financement. On s'était mis d'accord sur une taxonomie adaptée, comment est-ce qu'elle évolue dans le temps et comment est-ce que dans la vie du contrat, c'est pris en compte. Mais voilà, je laisse Eric. Non, moi, je ne peux pas croire un seul instant qu'on ait une réversibilité de ce sujet. Donc, voilà, pour les raisons qu'évoque Julie, il y a un contrat, il y a des termes du contrat. Donc, non, je ne suis pas inquiet. Et puis, de toutes les façons, la trajectoire montre bien qu'on ne passe pas d'un coup d'un seul à un encours vert. Je pense ce qu'il va falloir faire, c'est montrer comment on verdit. J'aime pas trop ce terme, mais vous l'employez, du coup, je me fais prendre à mes propres turpitudes. Donc, mais comment finalement on arrive à rendre nos financements plus durables. Et je pense que s'il y a une chose à retenir, et je rebondis sur ce que dit Julie fort justement, c'est qu'il nous faut désormais savoir intégrer que la redevabilité est la troisième dimension de notre métier. La première, c'est le rendement. Et vous vous souvenez, enfin, dans les années 50, on parlait de rendement. Les fonds souscrivaient à des obligations d'État, donc la question de risque n'existait pas. Et la question de risque est apparue après la question de rendement. Finalement, on a compris que le risque était une variable qui permettait le management des fonds. Et c'est d'ailleurs parce qu'on a intégré cette question de risque dans les fonds que l'on a pu créer des activités avec un risque élevé. La Silicon Valley, elle est apparue au moment où les fonds ont commencé à investir sur des sujets risqués. Pourquoi ? Parce que cette dimension devenait palpable, c'était une externalité, elle est devenue palpable, et donc les fonds ont pu pondérer, acheter de l'obligation d'État à 80-90% et laisser une petite poche de risque pour aller chercher des activités à risque. Eh bien, la troisième dimension qui est en train de rentrer dans nos métiers, c'est la dimension de la redevabilité, la dimension de l'impact. Et on peut écrire l'histoire, on ne sait pas exactement quand, mais je pense que tous ceux qui travaillent sur ce sujet peuvent admettre que dans quelques années, 5 ans, 10 ans, la redevabilité sera la troisième dimension et on dira, ben voilà, j'ai plus ou moins d'impact avec ce fonds et on traitera ça comme une dimension native dans nos activités. C'est ce qu'il faut que l'on arrive à faire. Merci beaucoup pour ces réponses à tous les deux et pour ce temps d'échange.
Voilà, on a abordé, je pense, pas mal de points. Si vous ne connaissiez rien à la taxonomie, j'espère que c'est un peu plus clair. Même si vous voyez, il y a énormément d'enjeux différents, de façons d'aborder le sujet. On peut l'aborder du côté des acteurs financiers, du côté des entreprises dont on a un petit peu parlé, mais peut-être pas assez, puisqu'elles sont elles aussi très concernées. On voit qu'il y a les enjeux climat, mais aussi les enjeux de biodiversité, et puis les enjeux sociaux qu'on a un peu abordés. On voit aussi comment est-ce que ce sujet-là va venir se connecter aux enjeux de reporting, d'évolution plus générale des métiers de la banque. On n'a pas parlé ou très peu du sujet des épargnants aussi, mais c'est un sujet important et on aurait également pu l'aborder. Voilà, je voulais vous remercier tous les deux pour cette table ronde et j'espère que ça vous aura intéressé. Encore merci Julie et Eric pour votre participation. Merci beaucoup. Merci Julie. Merci Julie. Merci. Bonne journée à Merci toutes et Julie. tous.